ça date de... Pardon, l'ordinateur date de 83. On se sent vieux là. Ok. Bon. Alors, l'hypernature. Ça y est, j'y vais. Alors, si on se réfère à l'architecture, le terme d'hypernature est tout simplement une décoration architecturale qui vise à reproduire un environnement naturel dans un bâtiment, sur un mur. En ce moment, on voit beaucoup de coulées végétales comme ça sur les murs. C'est une forme d'hypernature, c'est un terme d'architecte et de paysagiste. Bon, c'est pas, si vous faites Google là-dessus, c'est ça que vous trouverez. Il y a peut-être un an maintenant, j'avais commencé à me demander s'il n'y avait pas moyen de trouver un mot qui pourrait correspondre à cette texture du virtuel en fait. Et par texture, j'entends bien nature. Est-ce que la nature simulée à laquelle nous sommes confrontés à travers l'expérience des jeux vidéo, des mondes virtuels, peut avoir une fonction sur nous qui est l'équivalent de la vraie nature? Au sens, est-ce qu'une promenade dans un monde virtuel peut avoir les mêmes effets sur le mental, peut-être pas sur le physique, même s'il peut y avoir un impact physique différent de celui de la marche, on va dire, mais peut-être de la pause devant un écran, pourrait avoir cette espèce de rebond comme ça, et est-ce que nous pourrions trouver une forme de sagesse? Est-ce que finalement la nature se reproduit elle-même dans le virtuel? Est-ce que les qualités de la nature que nous avons nous aujourd'hui sont présentes là-bas, tout simplement? Et est-ce que nous pourrions, et ça c'est la fin de ma réflexion, hein, est-ce que nous pourrions envisager de rééduquer l'humanité à l'appréciation de la nature à travers le virtuel? Est-ce que nous pourrions réenchanter notre regard sur la nature à travers cet nouvel intérêt qui est le virtuel? C'est-à-dire que plutôt que de regarder en arrière, on regarderait par là, et ce processus-là nous permettrait de sortir de l'ordinateur et de re-regarder le monde. Alors, et là-dessus je suis tombé sur un concept de science-fiction qui est très intéressant, qui est assez peu connu, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais qui postule que si nous n'avons pas encore rencontré d'extraterrestres, de civilisations extraterrestres, c'est que les extraterrestres sont trop occupés dans leur réalité virtuelle à eux. C'est-à-dire pourquoi explorer l'espace finalement si on est capable de créer l'espace et de créer les sensations qu'on a à être dans l'espace à travers un ordinateur. Donc c'est pour ça que personne ne se rend compte jamais, parce qu'on est tous tournés vers nos bécanes en fait. Et cette fatalité de la postmodernité, en fait, cette fatalité du rapport à l'image, est-ce que nous pouvons, nous, en tant que créateurs, trouver des moyens de lui donner du sens, et que ce sens puisse par rebond nous affecter nous et nous rééduquer d'une certaine manière? Alors évidemment c'est complètement idéaliste, hein. C'est pas du tout quelque chose, il y a des effets pratiques, on va en discuter, il y a déjà un frémissement de cette idée qui arrive, c'est très dangereux aussi, mais évidemment la science-fiction s'intéresse aussi au danger, s'intéresse aussi au péril, et si nous ne trouvons pas de solution pour mettre ça en pratique, alors au moins on pourra pointer la manière dont ça peut partir en vrille, quoi. Et ça part déjà en vrille en fait. Peut-être que aussi il faut identifier pourquoi ça part en vrille et comment ça pourrait moins partir en vrille, quoi. Et donc en fait si on commence, pourquoi on a commencé par ça? C'est parce que finalement notre rapport à l'ordinateur il est clé là. Et moi j'aimerais poser une question à Eric, en fait, c'est ton premier rapport à l'ordinateur, est-ce qu'il a été de l'esprit ou est-ce qu'il a été du corps? On est dans un festival de science-fiction, non? Attendez. Il est un peu des deux, en fait. Il a à la fois de l'esprit, en fait, il est de l'esprit parce qu'on peut observer quelque chose derrière lequel il y
y a du process, il y a du calcul. C'est pas juste des données qui sont lues, c'est des données qui sont calculées. Et connecté à ça, il y a un aspect physique, donc qui est l'interaction avec. Oui, qu'on a vu là. Voilà, on tape sur un clavier et puis on lance le chargement du programme. Voilà, donc ce sont les deux, mais le premier contact fut visuel, quoi qu'il en soit. Donc c'est d'abord l'esprit, puis le corps. Je vais rebondir sur ce que tu disais, le rapport entre donc la nature, la vraie nature et ce qu'on pourrait retrouver dans le virtuel, dans la nature virtuelle. Je vais faire un parallèle avec la photographie. Est-ce qu'on peut, finalement la nature existe, elle est là, et il y a des très belles photos de nature, et ces photos de nature viennent focaliser ensuite le spectateur sur un aspect de la nature. Une photographie peut sublimer la nature, une facette de la nature. Et j'ai l'impression que quelque part, au travers du virtuel, du simulé, c'est ce qu'on peut exprimer aussi. C'est-à-dire, oui, je veux dire capturer la nature. C'est-à-dire reproduire la nature intégralement sous forme simulée. Je ne sais pas si c'est ce qui serait véritablement intéressant, par exemple. En revanche, mettre en avant une facette pertinente que quelqu'un souhaite mettre en avant au travers d'un modèle simulé, ça c'est intéressant. Il y a une espèce de similitude avec ce que je disais sur la photographie. On va faire une sorte de... Ça ne sera pas un cliché visuel, mais ça sera un cliché de tout ce qui relève du comportement de la nature. Parce que ce qui nous intéresse au travers du virtuel, c'est tout ce qui relève du comportement et tout ce que ça peut exprimer, tout ce que ça peut faire ressentir. Et là, je ne parle pas à un niveau purement technique, mais je parle de ce que ça peut exprimer au niveau philosophique, au niveau de ce que ça peut porter comme sens. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait que tu aies choisi un mot qui vient de l'architecture, c'est que le mot hypernature, du coup, reflète une nature qui est idéalisée, qui n'existe pas. Même en architecture, c'est qu'on décide de sélectionner un petit morceau de quelque chose qui, pour l'architecte, évoque une nature idéalisée, une nature rêvée, et finalement, à partir du moment où cette nature-là, on la ramène dans le virtuel, elle est elle-même rêvée et idéalisée. Elle n'est qu'une nature telle que la projette le créateur ou celui qui l'a construit. Quand Eric nous montre ses volcans, ça reste les siens. C'est des volcans idéaux quelque part, c'est son rêve de volcan, de la même manière que quand je travaille sur Mars par exemple, qui est un univers qui m'a toujours fasciné, je ramène quelque part ma vision rêvée de Mars dans le virtuel, et je propose effectivement une promenade, tout comme Eric propose une manipulation même au-delà même de la promenade de cet univers-là, mais on reste finalement dans une version une version d'auteur de la nature. On s'approprie une nature et on la rend. C'est pas une nature universelle. Alors, à quel moment la nature devient-elle universelle en fait? À quel moment la vision de l'auteur qui s'établit à travers cette nature et cette reproduction de la nature dans le virtuel devient une vision qui dépasse l'auteur et qui commence à appartenir à un monde plus grand en fait? Marianne Faithfull disait qu'un monde virtuel ne sera intéressant que quand il aura appris à produire son propre déchet. Alors, c'est pas mal. Oui, ça commence, oui. Donc, je ne sais pas si on pourra atteindre cette nature simulée et universelle. Alors, bon, en tout cas, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est émergence. C'est-à-dire que un créateur va modéliser quelque chose,
Et là où ça devient intéressant, c'est donc modéliser un comportement, des règles, définir des règles de base. Comme ces règles interagissent, et donc on obtient donc un système qui est complexe. Ce système complexe n'est pas totalement prévisible et on assiste à des phénomènes émergents. Et c'est là où ça devient fascinant, c'est-à-dire que ce qui a été généré devient autonome et peut surprendre les personnes qui l'ont créé. Et, par exemple, un exemple très classique, c'est le jeu de la vie de Conway, où avec des règles extrêmement simples, on assiste à des apparitions de motifs et de formes en mouvement. Le jeu de la vie, il faut imaginer une grille avec plein de cellules. Hop. Donc c'est une grille orthogonale. Et chaque cellule a deux états, un état vivant, un état mort. Je crois que j'ai quelque chose ici. Alors, là, ça sera mieux. Ouais, c'est là. Ouais, le jeu de la vie, c'est ça. Bon, ça bouge. Et donc les règles, c'est extrêmement simple. Donc s'il y a une cellule qui est entourée de 3 cellules, une cellule vide qui est entourée de 3 cellules, elle naît, elle devient vivante. S'il y a une cellule qui est entourée de 2 cellules, elle reste vivante. Si y a une cellule vivante qui est entourée de 2 cellules, elle reste vivante. En revanche, s'il y a moins de 2 cellules ou s'il y a plus de 3 cellules, une cellule vivante meurt. Du coup, il y a des phénomènes cycliques qui s'opèrent et qui mènent à l'apparition de patterns. Et ces patterns n'ont pas été du tout mais programmés au travers des règles. Elles émergent des interactions entre ces règles. Donc ça, c'est un système qui est très connu. Et c'est ce qui est fascinant avec le virtuel. Ah oui, non mais c'est exactement ça. À partir du moment où on a un système où on va dire, si tu veux parler peut-être. Non, je faisais remarquer que c'est un des tout premiers programmes qu'on tapait sur les micro-ordinateurs qui avait 1 K de mémoire vive. Quoi. Donc il n'y a pas plus simple comme règle, effectivement. Parce que finalement, on pourrait très bien se dire que toute chose, je suis marseillais, de la nature fonctionne de la même manière. Peut-être qu'on a par mégarde trouvé une espèce de règle universelle qui finalement permet de créer de la vie à une monade extrêmement simple. Peut-être que les atomes fonctionnent d'une certaine manière comme ça, et peut-être que s'il y a 2 atomes qui réussissent à avoir un courant électrique, un champ électrique suffisant pour en activer un troisième, le troisième va s'allumer, et on va avoir une réaction en chaîne comme ça, et on va avoir du mouvement, et donc le mouvement crée la vie en fait. Donc peut-être que, mais alors c'est vraiment de l'hypothèse haute, si on a un ensemble de systèmes simples qui ont des interactions complexes et une émergence de choses que nous n'avions pas prévues, peut-être que nous pouvons reproduire ça à l'intérieur des mondes virtuels, et là on arrive effectivement à tous les cas de conscience sur la singularité, et là effectivement on est dans la science-fiction pure, mais on n'en est pas encore là. Le but du jeu, c'est d'être une étape un tout petit peu avant en fait. Dans une invasion de la nature virtuelle en fait, où on se retrouve avec la nature virtuelle qui gagnerait petit à petit tous les programmes à l'intérieur, comme des bâtiments en ruine qui sont oui, c'est ça. Mais envahis alors c'est une manière de voir les choses, mais en même temps on peut aussi penser que c'est pas parce que c'est du pixel que c'est moins vivant qu'un organisme. C'est-à-dire que peut-être que le pixel lui-même est un organisme et qu'il a droit au statut d'organisme, et que l'algorithme a droit au statut d'organisme aussi, quoi, d'une certaine manière. La notion virale, lui, finalement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc peut-être que le distinguo qu'on fait entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel, donc ce qui est artificiel, ce qui est à l'intérieur de notre création, est peut-être déjà biaisé. C'est un regard philosophique qui est peut-être hérité d'une certaine forme d'arrogance, pas de la science, je ne voudrais pas dire ça, mais de la pensée rationnelle qui tente de trouver une explication à tout, mais qui finalement ne peut répondre à rien, concrètement, ne peut qu'offrir des hypothèses. Juste, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'étais dedans, ça y est, je l'avais. Je l'avais et je ne l'ai plus. Et donc c'est pas grave. Mais justement, on pourrait montrer un phénomène de nature simulée. Oui, alors, donc j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle From Dust, et c'est un jeu qui est basé sur une simulation. Et en tant que passionné de volcans, on retrouve des volcans dans le jeu. Et
ce jeu est basé sur un moteur qui va simuler des écoulements de fluides, donc d'eau, de lave, et d'une manière. Donc c'est aussi sur une grille, hein, sauf que la représentation visuelle est nettement plus jolie. Et c'est. Hein, et donc, ce sont des règles très simples. Chaque case applique des règles très simples de diffusion de fluide sur les cases adjacentes. Et ce que vous allez voir là, c'est pas du tout, mais c'est absolument pas codé. Enfin, ça n'apparaît pas dans la description des règles. Vous allez voir la construction d'un volcan. Donc, je vais lancer. Hop. Ce que tu vas montrer là, c'est quelque chose qui est pris du jeu ou qui est pris d'expérimentation qui ont été faites avec le moteur du jeu? Là, ce sera... en fait, c'est avec le moteur du jeu. C'est une vidéo que j'avais réalisée il y a un peu plus d'1 an pour une conférence qu'on avait donnée à la Gamescom pour parler de la simulation, justement. Et donc c'était avant l'achèvement du jeu, mais c'est voilà, quasiment... c'est pareil. Hop. Hop. Alors, il n'y a pas de son là. Donc l'écoulement de fluide, là, tout ça, c'est pas du précalculé, hein. Tout ça, c'est du temps réel. Donc là, le volcan qui va se créer devant vos yeux, en fait, c'est fait sur, on va dire, en une demi-heure. Voilà, on a pu voir ce volcan se créer. Et on voit que l'édifice volcanique, il est réaliste, quoi. On y croit. C'est une vraie forme de volcan. Il y a une complexité des coulées de lave. La lave se fige, elle se refroidit. Hein, et c'est voilà, c'est une forme d'émergence au niveau de la simulation géologique. Je peux vous montrer la même chose sur des rivières. Hein, ça c'est intéressant aussi. Je crois que c'est là. J'espère. Ouais. Là, il y a une interaction, donc il y a la terre qui est déposée, on voit que l'eau est détournée, l'eau érode le terrain, elle emporte de la terre. Là, c'est accéléré, mais on voit tout le phénomène d'érosion se fait en temps réel. Donc, si on change le cours de la rivière,